ma maison ne consomme que 120 euros de chauffage à l'année. 120 euros à l'année, oui. Ouais, parce que moi, c'est par mois, donc il faut me dire. Non, c'est 120 euros à l'année, c'est-à-dire en fait 2 stères de bois. Il y a des maisons en France où il fait 8 degrés en hiver, où les enfants dorment avec leur manteau, où l'eau chaude n'existe plus. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. En France, ça concerne 12 millions de personnes, un Français sur 6. Et aujourd'hui, j'avais donc envie de vous raconter l'histoire d'un homme, celle de Franck Billot. Lui n'a pas attendu qu'on change le système. Il a décidé à sa manière de les aider en créant le réseau Ecohabitat. Et vous allez voir, il ne fait pas que rénover des maisons, il reconstruit surtout des vies. C'est une histoire d'énergie, de conviction, de lien humain, une histoire qui clairement nous emmène vers demain. Bonjour Franck. Bonjour. Alors cette petite introduction déjà, vous en avez pensé quoi ? C'est touchant parce que je pensais pas, en démarrant Réseau Ecohabitat, qu'on puisse dire un jour qu'on transforme aussi des vies, même si profondément c'est ce qui m'anime chaque jour. On ne fait pas que rénover des maisons, mais on essaye de transformer des vies. Oui, ce qui m'a impressionné, c'est le chiffre. Je ne m'attendais pas à ce qu'un Français sur 6 aujourd'hui soit en situation de précarité énergétique. C'est absolument hallucinant comme chiffre. C'est beaucoup, sachant que le prix de l'énergie est de plus en plus important. Et malheureusement, en fait, le coût de l'énergie ne va pas baisser. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui se chauffent de moins en moins. Et puis, tout un tas de gens qui ne se chauffent plus du tout pour des raisons économiques, mais aussi parfois, bien souvent, à cause d'une maison qui est en très mauvaise santé. Alors avant d'enchaîner sur le réseau Ecohabitat et de mieux comprendre ce que vous faites, je voulais savoir qui était Franck, qui se cachait, qui était l'homme derrière cette idée. Je me rappelle que vous venez quand même d'un univers assez technique, vous avez un parcours avec un BTS électrotechnique, c'est ça ? Oui, j'aime bien dire, d'abord, je suis père de famille et époux, donc de Véronique, et j'ai 3 enfants. De fait, j'ai un BTS en électrotechnique, donc j'ai pas fait de grandes études. D'ailleurs, j'ai jamais exercé mon métier technique parce que très tôt, j'étais engagé dans un mouvement de jeunesse chrétienne, un mouvement d'éducation populaire. J'ai eu très tôt envie de partir à l'étranger en coopération et finalement, je suis jamais parti. Et donc, je suis resté du coup au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne. Je me suis engagé. Et puis, je me suis beaucoup épris pour l'animation, en fait, avoir envie de changer la vie des gens, notamment des milieux les plus modestes. Et puis après ce mouvement, je suis rentré très vite au Secours catholique. Donc, et en fait, j'ai exercé pendant 15 ans comme responsable départemental et régional, avec cette envie d'être un peu aussi un héros du quotidien, donc d'essayer de sortir des gens de la panade. Ça vient d'où cette envie de vouloir aider l'autre ? Est-ce que ça vient de vos parents ? Comment s'est construit votre enfance ? Alors, en fait, je suis originaire d'un milieu relativement modeste. Mon père était cheminot, ma mère femme de ménage. Mais autour de notre maison, la vie de famille était importante. J'ai vu beaucoup mon papa et ma maman en fait s'engager, dans une vie de quartier, être au service des autres. Et puis, en fait, très tôt, j'étais très marqué par Bernard Kouchner, en fait, par ces crises internationales, en fait, que je voyais, en fait, derrière un écran de télévision quand j'avais, peut-être 10 ans. Alors, pourquoi Bernard Kouchner, parce que du coup, il me faisait rêver au travers des voyages qu'il pouvait faire, et notamment en Afrique. Je me rappelle beaucoup, en fait, de cette opération je sais plus pour quel pays, mais en fait, de bol de riz qu'on pouvait faire, en fait, et de collecte de riz. Et donc, peut-être à ma manière, avec des parents engagés, vivant modestement, l'envie, le désir, et voyant aussi mes parents s'engager pour pouvoir être un peu plus solidaires en fait autour de nous. Et puis j'étais très marqué par la Roumanie, en fait. C'était en 1989. Et pareil, donc engagé avec d'autres jeunes, d'autres mouvements dans des collectes en fait vestimentaires, alimentaires pour aider des populations pauvres mais lointaines. Et puis voilà, un peu plus tard, 22 ans, j'ai pris conscience qu'il y avait aussi de quoi en fait s'engager et agir en France pour venir en aide en fait auprès de populations plus modestes. Et c'est vrai que mon engagement au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne a fait beaucoup en fait de moi un militant pour
militer, pour lutter, pour permettre en fait aux plus modestes en fait d'être acteurs de leur dignité, de pouvoir s'émanciper et prendre des responsabilités. Alors, il y a eu effectivement le Secours catholique. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous intégrer dans cette communauté ? Alors, le Secours catholique, c'était une expérience professionnelle qui m'avait été proposée, donc j'étais bien installé. Au bout de 15 ans, en fait, il se trouve que j'ai eu 40 ans en fait en 2013. Et en 2013, je me suis dit, je vais avoir 40 ans. En fait, j'ai pas envie de subir une crise de la quarantaine en général. Vous l'avez un peu fait quand même, du coup. Alors, j'ai plutôt en fait voulu organiser ma transition, voilà. Donc, et non pas une crise, en me disant, en général, c'est son travail qui va pas ou c'est son couple. Moi, j'ai préféré être acteur d'une transition. Et démarrer en fait un bilan de compétences. Et il se trouve en fait qu'en 2013, avec mon épouse, on rencontre en fait un architecte qui habitait dans notre rue, parce qu'en fait on voulait acheter une maison un peu plus grande avec un plus grand jardin. On avait 3 enfants. Et en fait, cet architecte, il nous a découragés à acheter cette maison qui était pourtant jolie, avec des petites briques, comme on peut en trouver dans le Nord. Et il nous a découragés à acheter cette maison et il nous a dit, mais en fait, vous êtes jeunes, faites construire en bois. Faites construire en fait une maison écologique. On avait déjà des amis qui avaient aussi fait construire en fait une maison en bois. Et en fait, avec mon épouse, on se dit, oui, pourquoi pas vivre dans une maison dans laquelle on va se sentir bien. On va faire des économies en fait financières. Et puis en fait, une maison en bois, ça peut aussi avoir un impact en fait pour la planète, pour l'environnement. Vous posiez déjà ces questions-là à ce moment-là, ou c'était plus l'impact aussi financier et réel, c'est-à-dire que vous alliez faire des économies? C'était les deux. En fait, mon épouse était beaucoup plus sensible que moi déjà aux questions en fait environnementales. Elle avait aussi pas mal milité dans un mouvement de jeunesse en fait rurale, et donc elle avait visité des maisons en ossature bois paille par exemple. Et donc, elle était très consciente des questions en fait environnementales, de pesticides, d'environnement, de la nature. Moi, peut-être un petit peu moins, je l'avoue. Mais du coup, ce projet de maison en bois nous a complètement embarqués dans une véritable début de transition en fait écologique et environnementale. Et puis sur Clairoy, une petite commune de 2300 habitants, on a voulu en fait être les premiers en fait à construire une maison en bois. Et en fait, en construisant cette maison en bois, pas tout seul, avec bien sûr des entreprises, donc je me suis passionné par les matériaux biosourcés, et j'ai pris conscience que pour je veux dire, un cadre moyen qui travaille permanent, salarié dans une structure caritative, en fait, c'était possible de vivre dans une maison saine, donc avec un impact financier quand même important sur des factures d'économie d'énergie. Parce que j'aime bien dire que ma maison ne consomme que 120 euros de chauffage à l'année. 120 euros à l'année, oui. Ouais, parce que moi, c'est par mois, donc il faut me dire. Non, c'est 120 euros à l'année, c'est-à-dire en fait 2 stères de bois. Il y a 10 ans, je disais même c'est 80 euros, parce qu'en fait, j'achetais ma stère de bois à 40 euros. Donc c'est 120 euros de chauffage à l'année, l'équivalent de 2 stères de bois. Et en fait, en faisant cette maison, en construisant cette maison, ce projet, je me suis dit, mais en fait, tu deviens un vrai bobo, quoi. Donc, toi, tu as accès à une maison en fait écologique où tu consommes très peu d'énergie. Et ce qui est vrai pour toi, en fait, devrait être accessible à d'autres. Et vous là, avez trouvé au début que c'était accessible, le projet que vous faisiez, ou vous vous sentiez privilégié de pouvoir le faire? Alors, un peu privilégié de pouvoir le faire, parce que du coup, il fallait quand même pouvoir se documenter. Et il y a 10 ans, donc la construction d'une maison écologique était quand même 30% plus chère qu'une maison classique, même si on a fait beaucoup de choses, en fait, par nous-mêmes, avec des copains, et par la loi de la débrouille, mais quand même un peu privilégié. Et en fait, j'ai cherché des aides financières, faut l'avouer, j'ai cherché comme tout le monde des aides financières, et en fait, j'ai compris qu'il y avait de l'argent, en fait, il y avait des aides financières, il y avait des dispositifs publics, mais alors pas pour moi, puisque forcément, je dépassais des critères de ressources. Et quand j'ai pris conscience en fait des dispositifs qui existaient, là je me suis rappelé en fait mon expérience au Secours catholique, de rencontrer tout un tas de gens en difficulté qui venaient en fait et qui viennent toujours chercher financièrement de quoi payer une facture d'énergie. Et là je me suis dit, en fait, bon sang de bonsoir, en fait en gros mon boulot c'est de passer mon temps à aller chercher l'argent des riches pour le redonner aux plus pauvres, mais à chaque fois que je fais un chèque, un don en fait au Secours catholique, où je prends l'argent des autres, chaque fois que je donne 100 euros à quelqu'un qui est en difficulté, je donne 25%, donc un quart du don,
va directement en fait dans les poches, enfin chez les fournisseurs d'énergie pour payer une facture. Et ça règle pas le problème. Donc oui, vous pensez que c'était juste le pansement qu'on mettait sur le problème, exactement. Mais on guérissait pas la blessure. Absolument. Et je me dis, mais en fait, on peut vivre dans des maisons qui consomment peu, puisque si c'est possible chez moi, Franck Billot, ça doit être possible en fait chez tout à chacun. Et là, j'ai une espèce de pas de révélation, parce qu'en fait, pour moi, c'était juste intuitif et du bon sens de dire on rencontre beaucoup de gens secours catholique, donc probablement 100 000 propriétaires chaque année sollicitent le secours catholique pour payer une facture d'énergie. Donc des gens, on en rencontre plein. La technique, elle existe, puisque si c'est possible chez moi, des constructeurs, des thermiciens, des matériaux biosourcés, c'est pas ce qui manque. Et puis des dispositifs financiers, en fait, il y en a. Donc du coup, je me dis, mais en fait, s'il y a des pauvres, qu'il y a de l'argent public et qu'il y a la technique existe, en fait, on pourrait, en fait, avec du coup le secours catholique, créer une activité qui répond en fait à la vraie préoccupation des gens en difficulté, avec des dispositifs publics. Et ça va en plus générer de l'activité dans le secteur du bâtiment. En fait, en 2014, quand on a réfléchi le projet, le bâtiment n'est pas très bien, en fait. Quand on dit que le bâtiment va, tout va... En fait, c'était vrai. Et donc, je me disais, en fait, on peut non seulement réparer des maisons des personnes en difficulté, mais en même temps être un véritable levier de création d'emplois dans le secteur du bâtiment. Alors, pas avec n'importe quel matériau, et donc créer en même temps une filière des matériaux biosourcés, parce que j'aime bien dire, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent qu'on doit faire des petits travaux. Au contraire, pour les gens très modestes, il vaut mieux penser un programme de travaux ambitieux qui va résonner pour le portefeuille des ménages, mais qui va aussi avoir un impact pour l'environnement. Alors, on sent que c'est un triptyque gagnant sur le papier. Malgré tout, j'aimerais quand même revenir sur ce moment du déclic, parce que vous étiez salarié du Secours catholique. Donc là, c'est un changement de vie, un impact, j'imagine, sur votre famille. Comment est-ce que vos proches ont réagi quand vous leur avez dit à un moment, écoutez, je vais quitter le confort de mon salariat pour imaginer un projet qui, sur le papier, effectivement, coche toutes les cases. On va en parler tout à l'heure. Ça a été bien plus compliqué quand même que ça à mettre en place. Les proches, ils ont été comment? Alors, mon épouse, en fait, elle était complètement dans le projet. Je pense peut-être on était innocents aussi à cette époque-là. Donc, en fait, on s'est pas posé beaucoup de questions avec mon épouse. Par contre, oui, j'avoue que ma belle-mère m'a pris pour un fou. Et mes parents, en fait, ont eu très peur. En fait, juste parce qu'en fait, ils comprenaient pas pourquoi installer au Secours catholique, d'ailleurs, qui m'a jamais fait autant de propositions de mutation pour me garder à cette époque-là. Pourquoi, en fait, je restais pas au chaud, tranquille, sur un métier qui était d'ailleurs plaisant. Donc, alors, en fait, pourquoi? Autour de moi, en fait, c'était pas compréhensible. Alors, pourquoi j'ai envie de dire oui, en fait, envie de changer, envie d'entreprendre. Donc, il y avait aussi dans ma belle famille pas mal de professions libérales, de gens entreprenants. Je me suis dit, peut-être que j'ai pas non plus envie d'être dans un milieu caritatif toute ma vie et me reposer en fait la question à 65 ans, arrivant en retraite, et à me poser la question finalement en fait à quoi ça a servi en fait tout ça. Donc et de me dire en fait le monde associatif m'a apporté beaucoup de choses, mais il y avait un petit goût en fait de se dire j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'aller de l'autre côté de la barrière d'une certaine façon et d'aller butiner dans le secteur en fait économique et se dire qu'on peut créer de l'activité économique pour et avec en fait en répondant à une cause qui pour moi était noble en fait, qui reste noble puisque l'envie de changer le système aussi, j'imagine, de pousser un. Alors à l'époque, j'avoue qu'en 2014, je n'avais aucune idée de ce que pourrait devenir Réseau Ecohabitat. On a créé en fait le 7 avril 2014 un conseil d'administration, donc avec des gens qui avait une expertise que moi j'avais pas. Donc moi je disais à l'époque, je suis un bon animateur, je suis allé chercher l'argent des autres pour le redonner, un peu comme Robin des Bois à des gens très modestes. Mais sur le monde du bâtiment, je suis pas architecte, je suis pas thermicien, je suis pas d'entreprise du bâtiment, je suis pas chauffagiste non plus. Donc en fait, je suis allé chercher des gens autour de moi qui avaient une expérience en fait technique, donc dans la formation, dans le commerce, un architecte, un thermicien, constructeur de maisons en bois, quelqu'un du
Bernard qui était dans les travaux publics. Et on a en fait, j'ai modestement associé des gens qui avaient des compétences pour pouvoir démarrer cette association. On l'a appelé Réseau Éco-Habitat. Parce qu'on n'avait pas l'idée du nom, en fait. Éco-habitat, c'était sûr, éco comme écologique, économique, un habitat économique, écologique. Et puis, on a mis réseau en se disant que, en fait, c'est pas nous qui apporterons toutes les solutions à tout le monde. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et donc, pour le coup, on était une bonne intuition à ce moment-là pour se dire travailler en réseau. Et puis, en fait, on a mobiliser quelques bénévoles au démarrage, identifier quelques propriétaires occupants et puis en fait agréger les financements publics, chercher des artisans, les convaincre qu'ils pouvaient faire des travaux chez des gens très modestes. Donc on a tout de suite expérimenté en fait, donc mis les mains dans la pâte. Une phrase, le concept du réseau éco-habitat, pour qu'on comprenne. C'est permettre à des propriétaires, ça c'est notre public, propriétaires occupants très modestes, donc quand on dit très modestes, des gens qui vivent avec moins de 10 € par jour et par personne, qui imaginent pas que c'est possible de faire des travaux, donc c'est d'améliorer leurs conditions de vie. Donc améliorer les conditions de vie d'une personne, nous on prend l'habitat comme un peu comme prétexte en fait, comme levier, parce que en fait je considère en fait qu'un logement, une maison, c'est comme des vêtements. Quand on se sent, quand on prend une douche, on a envie de mettre des vêtements propres. Quand on se sent pas bien dans ses vêtements, on n'est pas bien dans sa peau. L'habitat, c'est la même chose. Donc, des gens qui vivent mal dans leur logement, des logements qui sont remplis de moisissures, dans lesquels en fait il fait froid, dans lesquels en fait il y a des courants d'air. On n'a pas envie de recevoir, on ne reçoit pas. En fait, on vit pas bien et forcément, ça traduit des tas de pathologies pour ces personnes. Donc, qui auront du mal à retrouver un travail, qui auront du mal à recevoir chez elles, qui auront du mal pour des enfants en fait de faire des goûters ou recevoir d'autres enfants. Donc, un logement dans lequel on n'est pas bien, en fait, c'est un logement pour lesquels en fait les personnes ne vont pas bien. Et habitant une maison en bois avec des matériaux biosourcés, je puis dire en fait que on se sent bien dans une maison en fait, dans une maison écologique. Donc la mission de notre structure, c'est de prendre comme prétexte le mal logement pour pouvoir reconstruire, j'aime bien dire, reconstruire un projet de vie avec des familles qui souvent ne croient plus en rien, qui croient plus en la politique, qui croient plus en fait dans l'entreprise, qui ont peur, qui ont plus que comme seul bien, finalement, la maison dans laquelle, en fait, ils vivent. Et ils se disent, avec faute d'argent, faute de ressources, en fait, on n'aura jamais les moyens de faire des travaux. Alors que c'est possible. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, quand on discutait un petit peu ensemble, c'était que ces personnes-là n'allaient pas forcément chercher de l'aide pour pouvoir mieux se loger et engager ces travaux. Comment est-ce que vous les trouvez ? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre aussi peut-être de vous rejoindre ? En fait, j'ai pris conscience, j'ai découvert en fait que les propriétaires occupants très modestes, donc très pauvres, ne disent pas qu'ils sont propriétaires. En fait, ils ont honte de dire qu'ils sont propriétaires parce que en fait, il y a une espèce de jugement de valeur en fait, de censure en fait qui se crée chez eux. Et ils se disent, mais si je dis que je suis propriétaire, on va me regarder différemment, on va me dire, mais pourquoi en fait on n'a pas su gérer, on n'a pas su entretenir notre maison. Donc un propriétaire, ça veut dire vous êtes forcément riche, donc il n'y a pas de raison en fait que ça aille mal pour vous, c'est exactement, ça en fait, être propriétaire, c'est comme si les gens se sentaient des châtelains, quoi. Donc non, on peut être propriétaire. En fait, des tas de gens se retrouvent propriétaires parce que c'était la maison de leurs parents, parce qu'ils ont perdu leur conjoint, parce qu'il y a des parcours de vie chaotiques, et ils se retrouvent malgré propriétaires. Donc le propriétaire très pauvre n'ose pas dire qu'il est propriétaire en se disant de toute façon, j'aurai le droit à rien si je dis que je suis propriétaire. Donc c'est des personnes qui ont du mal à solliciter des aides, de peur d'être jugés, et donc ils sont, comme on les appelle, un peu des invisibles. Donc ils vont pas les solliciter. Alors qu'on peut les rencontrer par l'intermédiaire du Secours catholique, mais aujourd'hui, en fait, c'est d'autres réseaux associatifs. Je pourrais citer la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours populaire, qui peuvent aussi nous adresser ces familles. En fait, souvent, donc, c'est ces familles qui vont aller chercher de l'aide sans dire qu'elles sont propriétaires, mais du coup, de l'aide pour remplir le frigo pour la fin de semaine, ou des vêtements, ou des aides d'urgence, ou de quoi, en fait, remplir la voiture d'un plein d'essence pour pouvoir aller travailler.
travailler. Et donc on s'appuie sur des bénévoles, et j'aime bien dire un bénévole de terrain, en fait, qui soit au Secours catholique ou dans une autre association caritative, par définition, il n'est pas dans le jugement de valeur des personnes. Donc il est quelqu'un de bienveillant. Donc c'est pas une assistance sociale. Donc c'est pas une menace pour des familles qui se diraient on va me retirer mes gosses si on voit dans quoi je vis, on va me mettre à l'EHPAD. Oui, parce qu'il y a cette crainte-là, en fait. Il y a cette crainte, en fait, de se faire retirer le logement s'il est trop dégradé. Et puis, en fait, un bénévole, c'est pas non plus un vendeur de fenêtres ou de pompes à chaleur. Donc, par définition, il va pas escroquer. En fait, il veut pas le mal. En fait, il va apporter du bien. Donc, il va pas escroquer les personnes. Donc, on s'appuie sur les bénévoles qui vont rassurer en fait ces familles sur le fait que on peut les aider, on peut trouver des solutions pour leur permettre de faire des travaux. Donc, la parole du bénévole, elle est fondamentale pour créer cette relation de confiance. Et c'est cette confiance qui nous permet après en fait, d'intervenir chez des familles avec un travailleur social, avec un coordinateur technique, et pour pouvoir monter en fait, un projet qui prenne en compte la vie de la famille. Donc, s'il y a des enfants, s'il y a des situations de handicap, s'il y a des problèmes d'accessibilité, s'il y a des problèmes de toutes sortes. Donc, il y a un vrai travail social en même temps qu'une approche technique sur le logement pour faire que la maison soit la mieux rénovée qui est possible. Ouais. Alors là, c'est pour la partie effectivement des personnes que l'on peut aider. Donc on voit que le bénévole, c'est vraiment le maillon qui permet de créer le lien. Et moi, je me mets à la place des artisans. Peut-être que vous devez aller chercher, convaincre. Tout le monde ne fait pas avec les matériaux biosourcés. Et vous dites, écoutez, on va faire des travaux dans une famille qui n'a pas d'argent. Oui. Ils sont d'accord, ils disent oui, ils disent non. Comment ça se passe ? D'ailleurs, quand on a démarré, en fait, on a eu du mal à convaincre notre banquier pour faire un premier prêt parce qu'en fait, on n'avait pas de modèle économique. Faire des travaux très chers, entre guillemets, chez des gens qui n'ont pas d'argent, c'est complètement irréaliste. Donc, et c'est vrai, au démarrage, c'était pas forcément facile d'aller chercher des artisans à qui on disait en fait, écoutez, on a un client pour vous, on a un potentiel client. Alors vous inquiétez pas, il est solvable ce client parce qu'on va aller chercher l'ensemble des aides financières et on va solutionner d'ailleurs le reste à charge. Donc il y a toujours un petit résiduel que les personnes vont payer. Donc on va solutionner le reste à charge. Et on va faire en fait l'intermédiaire avec vous. Donc c'est nous qui allons vous payer parce qu'on va aller chercher l'ensemble des financements. On va sécuriser ces financements et c'est nous qui allons vous les redonner. Et donc on disait aux artisans, donc c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent qu'on va faire des petits travaux. Donc on va quand même faire des travaux avec des matériaux biosourcés. Mais voilà, soyez rassurés sur le fait que ce soit financé. Vous vous rappelez la première fois où vous avez rencontré un artisan, ce qu'il a pu vous dire? Est-ce qu'il a été d'emblée à fond dans ce projet ou ça a été quand même compliqué? Ouais, alors je pense à un artisan qui s'appelle, son prénom c'est Thierry. En fait, il avait plutôt l'expérience et l'habitude de faire des changements de fenêtres plutôt chez des gens qui ont des moyens, donc sud de l'Oise, Senlis, Chantilly. Et en fait, il me prenait pour un fou, quoi. Donc, mais le fait de montrer le bénévole du Secours catholique, de montrer les financements qu'on va chercher, de montrer l'impact aussi environnemental qu'on voulait avoir, en fait, il avait du mal à dire non parce que socialement, en fait, on le prenait un peu aux tripes et un peu au cœur, et donc dire non, j'ai pas envie d'y aller. Donc en fait, il a fait quelques chantiers, et après c'est un artisan qui disait mais j'ai douté, j'y croyais pas. Par contre, en fait, quand je vois en fait comment les gens se sont transformés avec les travaux, c'est une dame qui a retrouvé du travail justement après que les travaux aient été réalisés. En fait, il prenait lui-même conscience qu'il n'y avait pas d'un côté les assistés et de l'autre côté les gens, chefs d'entreprise qui bossent eux, comme tous les matins, que en fait on pouvait inverser les choses et qu'un acteur économique comme lui pouvait apporter en fait une réponse à des gens qui peuvent se remettre dans le circuit. Est-ce que c'était ça aussi l'autre problématique? C'était que les artisans ou peut-être même les banques ou ceux qui donnent les aides, qu'on soit encore dans ce système d'assistés et qu'ils n'osaient pas finalement, ils voulaient tout simplement pas y aller à cause de ça? J'ai envie de dire, les pauvres font encore peur aujourd'hui. Donc on a encore peur des pauvres, on a encore peur en fait que ils aillent pas au bout d'un projet et qui gardent une partie de l'argent.
et qui le redonnent pas en fait aux entreprises. On a peur des gens qui veulent escroquer le système ou qui veulent abuser du système. Donc il y a ce jugement de valeur entre ceux qui bossent et ceux qui bossent pas, qui bossent plus. En fait, il y a on est confronté en fait encore à ces réalités-là. Voilà, et le fait d'avoir ces bénévoles, ces intermédiaires en fait qui recréent la confiance, mais entre la famille, un bénévole, la puissance publique, les collectivités, les financeurs et les artisans, cette confiance en fait qui se crée et qui traduit des programmes de travaux peut en effet changer le regard sur non seulement la pauvreté, mais changer aussi le regard des personnes les plus modestes sur des acteurs du monde économique, parce que... Oui, parce que c'est deux mondes, en fait, qui ne se parlent plus aujourd'hui. C'est trois mondes. J'ai envie de dire, en fait, la puissance publique qui met l'argent sur la table, on sait qu'il y a de la fraude, on ne sait pas toujours comment l'argent est utilisé, donc le pauvre fait peur sur l'usage même des subventions. Les gens en difficulté qui ont peur, y compris la puissance publique, de l'assistance sociale demain ou du maire, du jugement des autres, peur de se faire arnaquer par les entreprises, mais les entreprises ont peur aussi d'un système un peu aussi étatique parfois qui tousse un peu dans les mécanismes de financement. Donc c'est trois mondes en fait qu'il faut tenter de réconcilier pour pouvoir en fait opérer, et c'est un travail quotidien. Ouais, oui, ça semble titanesque. Comment est-ce que vous vous sentez au début là quand vous avez démarré ce grand chantier en disant je vais mettre en lien ces trois mondes qui ne se parlent quand même pas très bien, voire pas du tout, et vous arrivez à créer le lien et à le faire aujourd'hui? Comment ça a démarré? Alors je pense que ce qui nous a aidé, en fait, c'était pas une intention de départ. En fait, on a démarré en 2014, un an avant la COP21. Donc la COP21 en fait nous a aidé à répondre à un programme qui s'appelle La France s'engage. Et en fait, on a été reçu à l'Élysée dans le cadre de ce programme, et assez rapidement, en fait, le ministère de la Transition écologique, ministère du Logement et puis l'Agence nationale de l'habitat ont repéré en fait dans notre modèle ce truc qui crée en fait les conditions d'un réseau où des acteurs aussi différents en fait viennent se compléter. Et c'est ça qui a permis en fait assez rapidement en fait on a parlé des gens qu'on accompagnait. On n'a pas dit on fait de la rénovation énergétique, on va vous montrer des maisons. On a d'abord parlé des gens, et une des premières personnes qu'on a parlé, c'est Ginette. Ginette dans sa maison à Beaucamp, le jeune dans la Somme. On a tout de suite montré qui était Ginette et comment elle vivait dans sa maison. Alors, et raconter l'histoire de Ginette. Est-ce qu'on peut avoir l'histoire? Malheureusement, c'est une dame qui est décédée entre-temps, mais elle avait 60, un peu plus de 70 ans à l'époque. Sa maison ressemblait à une petite maison dans la Somme. La toiture était bâchée parce qu'elle fuyait, des fenêtres en bois, simple vitrage. Il n'y avait pas de sanitaire en fait dans cette maison. Elle se chauffait avec un poêle à bois quand elle avait du bois. Donc les toilettes étaient en fait dans le jardin. Elle avait eu 9 enfants, mais il n'y avait plus de lien en fait avec ses enfants autour d'elle. Et Ginette, elle était accompagnée par une bénévole du Secours catholique, Thérèse, pour la nommer, qui la connaissait depuis des années. Et Thérèse, elle l'a embarquée en fait dans le fait de pouvoir se projeter pour pouvoir faire un programme de travaux. Quand on a dit à Ginette qu'on ferait 54 000 euros de travaux, en fait, elle n'y croyait pas. Elle est tombée dans les pommes, non? Moi, je suis pas tombée dans les pommes. Elle aurait pu, mais parce que du coup, avec le minimum vieillesse, comme on dit, donc avec à peine 650 euros par mois, imaginez 54 000 euros de travaux. En fait, elle a eu 200 euros de reste à charge, en fait, à financer. Et donc, il y a eu c'était long, c'était un processus. On a embarqué des entreprises, mais du coup, cet exemple, en fait, c'est notre développement s'est construit un peu à partir de cet exemple et puis de quelques autres situations où le récit, donc où le fait de montrer des maisons rénovées avant et après travaux, et de montrer aussi des visages avant et après. Je parle souvent de Ginette avec des photos en disant regardez avant travaux comment elle était et regardez là en fait resplendissante comme elle était après travaux. Elle a changé, son visage s'est illuminé. Physiquement, elle allait chez le coiffeur donc du coup c'était quelqu'un qui était complètement métamorphosé. D'ailleurs c'est vrai aussi chez les hommes qui se font la barbe et qui vont chez le coiffeur, et donc c'est des gens qui se métamorphosent
métamorphose et dans sa cuisine, il y avait des petits papillons, du papier peint avec des petits papillons. Enfin, c'était juste rayonnant. Mais on voyait bien que sa maison, en fait, avait complètement transformé sa vie. Et puis, elle s'est mise à recevoir chez elle un peu plus facilement. Et sa vie a été transformée. Et donc, le fait de construire des récits, mais voilà, pas fantasques, des vraies histoires humaines qui montrent en quoi ça a changé la vie des gens. Pour certaines familles, c'est du travail. Enfin, c'est des couples qui ont retrouvé du travail. Pour une maman qui nous a dit un jour, c'est la première fois que mon fils a pu faire son anniversaire, inviter des copains chez lui, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait pas. Ils avaient honte, en fait, de recevoir les copains à la maison. Et qui, du coup, ses parents privaient leurs enfants en fait, ils voulaient recevoir personne parce qu'ils avaient honte de leur logement. Et c'est souvent un terme qui revient que les gens expriment. On avait honte. Donc, je pense à une dame, Lydiane, j'aime bien dire, sa maison était un miracle pour elle. C'est quelqu'un qu'on a accompagné qui avait plus que 1/10 à un œil. Donc, elle avait perdu un œil. Donc, et l'autre, elle voyait plus que 1/10. Elle se soignait plus. Et pour pouvoir faire des travaux d'adaptation dans son logement, il a fallu en fait refaire tout un parcours de soins, réouvrir ses droits, réouvrir en fait la possibilité d'avoir une carte vitale, une mutuelle pour pouvoir faire reconnaître son handicap. Donc aller chercher un ophtalmo, un médecin traitant qui fasse une ordonnance. Elle vivait en dehors du système. Oui, en fait, elle sortait plus. Elle sortait plus avec son mari. Ils vivaient un peu cachés. Ils demandaient plus rien parce que du coup, ils avaient honte de leur situation. Donc en termes de santé, c'était ils allaient vraiment pas bien. Et le fait de faire un programme de travaux où on adapte en fait la maison au handicap de Lydiane a fait qu'on a réouvert des droits en fait pour Lydiane. Elle s'est soignée, donc 2 opérations de la cataracte. Et aujourd'hui, Lydiane dit j'ai 7/10 à un œil. Elle est passée de 1/10 à 7/10 et elle dit j'ai même plus besoin en fait de la femme de ménage que vous m'avez mis en place pour m'aider à faire des tâches ménagères parce que les toiles d'araignée je les vois aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a repris en fait le contrôle de sa vie, de sa maison. Et pour elle, le plus beau Noël, après avoir fait les travaux, c'était de pouvoir en fait fêter Noël avec ses 2 garçons et ses petits-enfants en fait dans son logement. Et là, on voit bien que le logement, c'est pas qu'un abri, en fait, c'est un lieu, c'est l'espace en fait où des gens peuvent s'émanciper, vivre et construire en fait une vraie vie de famille. Et Lydiane aujourd'hui, c'est quelqu'un qui témoigne. Donc c'est quelqu'un qui dit tout le temps oui quand on veut faire venir un chef d'entreprise ou un dirigeant d'une banque ou d'une administration. C'est pas compliqué lorsqu'on est dirigeant d'une banque, le costume, on gagne extrêmement bien sa vie tous les mois, puis on arrive. Alors souvent, le plus difficile, c'est pour ceux qui vont dans la maison, en effet, pour le banquier ou le chef d'entreprise qui a peur, en fait, d'affronter ces réalités, qui ont peur d'affronter ces réalités sociales, ces réalités de pauvreté, qui ont peur, en fait, qui disent mais moi, je veux pas faire du voyeurisme, je veux pas aller chez des gens, voir comment c'est. En fait, les gens en difficulté qui témoignent, eux sont au contraire, sont très engagés et ont envie de témoigner, en fait, des changements qui ont été qui sont faits chez eux. Donc, ils ont envie de contribuer à ce que d'autres aussi puissent permettre d'accéder au dispositif. Donc, il y a beaucoup de fierté pour une partie des ménages qu'on accompagne. Je dis pas que tout le monde est prêt à témoigner, mais c'est pas simple. Oui, parce que si les personnes ont honte justement de recevoir, j'imagine recevoir un autre monde comme ça qui arrive dans sa maison, enfin... Ça me doit mettre mal à l'aise, moi ça me mettrait mal à l'aise. Alors ça peut mettre mal à l'aise, mais en même temps il y a une vraie fierté pour les gens de recevoir, il y a une appréhension, faut pas se la cacher, mais en fait on est témoin d'humanité en fait quand on crée ces relations parce que en fait c'est 2 mondes qui peut-être ont un peu peur de se rencontrer, mais quand ils se découvrent, en fait quand ils s'approchent, en fait, ce sont des êtres humains en fait qui font tomber en fait, j'allais dire le costume. Donc et c'est des vraies relations. Et je pense en fait à des dirigeants d'entreprise qui sont parfois sortis de logements limite, enfin très émus, pour ne pas dire presque en pleurs, en disant ça me rappelle des situations moi de mon enfance, de ma famille, de situations qui ont pu les marquer, qu'ils ont un peu enfouies.
et pour lesquels ils se disent mais oui, encore au XXIe siècle, en France, on peut rencontrer ce type de situation, et ça les remet, en position d'agir et d'action. Donc, et c'est ça qu'à qu'on un a moment, besoin. on se dit que ça ne peut pas exister en France, que ça arrive dans les pays en voie de développement, dans des pays pauvres, mais en France, vivre dans une situation comme ça nous semble effectivement ça paraît impossible. Mais en fait, on considère en France, si on prend les chiffres de la Fondation pour le logement des personnes défavorisées et quelques autres structures, c'est 500 000 propriétaires occupants qui habitent non seulement une passoire énergétique, mais qui occupent un logement dit indécent ou indigne, c'est-à-dire en fait avec des conditions en fait de logement qui sont pas qui sont déplorables. Donc qu'on dit conditions sanitaires, qui n'ont pas d'eau chaude ou pas de sanitaire ou voilà. Donc c'est 500 000 logements, alors que des dispositifs globalement en 10 ans ils ont beaucoup évolué. On peut pas dire aujourd'hui qu'il y a pas d'argent. C'est pas vrai. J'ai envie de dire il y a plus de 3,5 milliards. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est compliqué en fait d'aller chercher ces dispositifs, et c'est pour des gens en fait qui savent pas bien lire, qui sont en fracture numérique, alors fracture sociale, fracture financière, fracture numérique, qui dans les démarches administratives vont pas faire face en fait à ce magma administratif. De fait, elles abandonnent en fait à l'idée d'aller chercher ces dispositifs et puis aller chercher ce reste à charge pour lequel en fait parfois c'est quelques centaines, quelques milliers d'euros qui peuvent être un obstacle pour pouvoir faire un programme de travaux cohérent. Donc, et là, il faut accompagner. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, 10 ans après le début? Vous avez rencontré quand même des personnes avec de grandes difficultés et en même temps, vous avez transformé leur vie aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même difficiles, de découragement, d'épuisement peut-être, parce que vous prenez aussi tout ça sur vos épaules? Oui, il y a eu des moments. Mes premiers moments de découragement, c'était de paraître pour un ovni, notamment auprès du secteur plutôt bancaire, économique. On a eu du mal à convaincre en fait qu'on pouvait faire de la transition écologique chez les personnes les plus pauvres. Et puis après, il y a eu rapidement de la reconnaissance, en fait, une écoute d'institutions, de collectivités qui sont remis en question. Donc ça nous a ouvert des portes. J'aime bien dire, en fait, on a eu 7 visites ministérielles en 10 ans, mais 7 visites ministérielles chez l'habitant, donc chez des personnes qui ont été accompagnées. Et c'est là où la transformation s'est opérée, parce que c'est dans ces moments, dans ces rencontres en fait chez l'habitant, alors avec des ministres ou des chefs d'entreprise, des banquiers, c'est chez les habitants qu'il y a eu des prises de conscience que ces institutions pouvaient aussi elles-mêmes prendre le taureau par les cornes, si je peux me permettre l'expression, pour pouvoir engager des transformations. Je repense en fait à un magasin de distribution des matériaux qui voulait opérer avec nous. En fait, il y a 10 ans, j'ai dit mais en fait on veut bien bosser avec vous, mais il n'y a même pas de matériaux biosourcés dans votre enseigne. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a de la fibre de bois, de la ouate de cellulose et du Pharmacell dans ces grandes enseignes. Mais on voit bien qu'il y a eu des transformations. Alors après, on sent bien que les dispositifs publics évoluent, les politiques publiques évoluent, et il y a toujours en fait à convaincre. Le temps passe, c'est toujours trop long, parce que on fait quelques dizaines de chantiers par an. Il y a 500 000 propriétaires occupants en France qui pourraient bénéficier de cette aide. Donc cette solidarité en fait entre tous les maillons d'un réseau d'acteurs reste en fait à construire. Parfois, oui, on peut être un peu découragé quand on voit que ce qu'on a construit un matin peut être démonté par une décision politique ou une décision, ou une collectivité qui démonte en fait un dispositif qu'elle avait mis en place. Donc ça, c'est compliqué. Donc il y a de la colère un peu des fois de se dire que tout est là en fait. Ouais, en fait, ça c'est le côté le plus frustrant, parce qu'en fait. On n'a pas inventé grand-chose chez Réseau Ecohabitat. En fait, on n'a rien à inventer, quoi. C'est juste de l'évidence. Tout existe, comme je le dis tous les 4 matins, mais des financements existent, la technique existe, la générosité, la solidarité existe aussi, mais elle est tellement difficile à mettre en place, parce que, en fait...
le milieu caritatif en fait a parfois du mal à dire qu'il va il va travailler avec le secteur économique. Donc le secteur économique a du mal parfois aussi à dire du bien de la puissance publique. Et en fait, on a besoin de mots, mais de MOTS en fait, qui réconcilient en fait des acteurs plutôt en fait qu'ils ne divisent. Et la tentation de diviser, de dire c'est pas moi, c'est la faute de l'autre, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui que d'une volonté en fait qui devrait travailler ensemble. Donc oui, il y a parfois de la colère parce que on entend que ça peut bouger et puis là, aujourd'hui, on est quand même dans une période internationale, géopolitique qui est quand même relativement compliquée. On voit bien que sur la transition écologique, il y avait des choses qui étaient engagées, ça commençait à bouger. Et on peut être un peu quand même inquiet aujourd'hui sur des remises en question, y compris de choix financiers. Voilà, d'arrêter ou de restreindre des budgets pour ces ménages. Ces ménages subissent en fait aujourd'hui le changement climatique. On l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais, l'année dernière, les canicules, les périodes caniculaires ou les périodes de grêle, de pluie, de tempête. C'est ça qui menace en fait les ménages les plus modestes, dont les maisons en fait les abritent le moins. Aujourd'hui, lutter contre la précarité énergétique, c'est ramener un peu de chaud, un peu de confort l'hiver, mais c'est aussi se prémunir en fait des canicules en fait l'été et de gens d'ailleurs qui vivent souvent moins bien l'été que l'hiver dans des logements qui sont froids. Ça n'a donné sens à personne en danger aujourd'hui, si jamais on ne fait rien? Oui, il y a des situations de danger parce qu'il y a des gens, quand ils sont isolés socialement, qui voient plus personne, qui ont des troubles cognitifs, parce qu'en fait, forcément, on va pas bien quand on est dans une maison où on reçoit plus personne, on est complètement recroquevillé chez soi. Ça met en danger la situation, ça met en danger la santé des personnes. Et on voit de plus en plus de gens, de services de tutelle, de curatelle qui nous appellent. Parce que les gens, je veux dire, sont aussi malades dans leur logement. Alors qu'on le voit bien, remettre des gens en condition de vivre dignement dans leur logement, c'est des gens qui s'engagent, c'est des gens qui ressortent, c'est des gens qui ont moins de problèmes de santé, c'est des gens qui vont travailler, c'est des gens qui vont consommer aussi. C'est Ginette qui va aller chez le coiffeur ou Benoît qui va aller chez le barbier. Donc c'est refaire société en fait avec ces personnes. Et puis faire société, du coup, en donnant du sens à un métier en fait qui est là, qui peut être porteur, qui peut se développer économiquement, qui est le secteur du bâtiment, et dont on sait que c'est aussi le secteur du bâtiment, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut j'aime bien dire, faire de la transition écologique un enjeu de justice sociale. Et on doit tenir ces deux leviers, parce que si on sait le faire chez des gens très modestes, très pauvres, en fait, cette transition écologique, elle devient évidente pour tout le monde. Et d'ailleurs, on a vu des bénévoles chez nous, en fait, 2 ans, 3 ans après avoir aidé des familles, faire des travaux chez eux, parce qu'en fait, ils disent, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on aide des gens à faire des travaux, et puis que nous, on vit dans une maison qui environnementalement parlant, en fait, ne contribue pas à émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vertueux. Aujourd'hui, le réseau Ecohabitat, c'est exclusivement dans les Hauts-de-France? Alors, plus tout à fait. Donc, du coup, ça s'est déjà agrandi, alors. En fait, on avait lancé il y a 5 ans en fait un appel à projet pour voir comment on pouvait accompagner l'éclosion d'autres porteurs de projets. Donc, on accompagne aujourd'hui 5 porteurs de projets, notamment en Aquitaine, Deux-Sèvres, Bourgogne, Alpes de Haute-Provence. Donc, on commence à accompagner des porteurs de projets avec notre triptyque bénévole, collectivité et réseau d'artisans. Donc, ça commence en fait à éclore avec d'autres structures, et on espère bien en fait emmener d'autres. Donc l'idée, c'est pas que Réseau Ecohabitat grossit, c'est ce qui poserait un problème pour mon médecin, pour mon régime, mais c'est plutôt en fait d'accompagner, de permettre à d'autres acteurs de se réveiller un matin et se dire en fait ça doit être possible aussi sur notre territoire d'embarquer des ménages très modestes et de faire de cette transition écologique un véritable levier pour ces personnes. Donc on commence à faire des petits. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque pour changer d'échelle?
D'abord, en fait, je pense qu'on a un vrai enjeu de mobilisation de bénévoles, de tiers de confiance, c'est-à-dire de sensibiliser le voisin, le tiers, donc celui qui est pas du bâtiment, celui qui est pas un travailleur social, pour apprendre à regarder la maison de son voisin et de s'indigner sur le fait que elle peut pas rester en fait dans cet état-là. Donc il nous manque en fait une armée de gens, c'est une armée de bénévoles qui se disent oui, les dispositifs il y en a. Enfin c'est pas normal qu'en France on soit encore dans le caritatif et on travaille pas à la racine sur ça. Donc des bénévoles qui mobilisent et qui identifient ces ménages. On a quelques règles administratives en fait à pouvoir changer ou en tout cas à simplifier pour que ça aille plus vite. Et puis on a un vrai enjeu encore de mobilisation d'acteurs financiers parce que en fait il y a des enjeux de préfinancement des travaux. On fait en moyenne 85 000 euros de travaux chez des gens qui vivent avec moins de 10 euros par jour et par personne. Donc la question du préfinancement des travaux reste compliqué. Donc on a un enjeu, nous, à mobiliser un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir faire ce qu'aucune banque n'a encore fait, c'est-à-dire en fait du préfinancement de travaux dans cet écosystème. Donc, aujourd'hui, les banques ne vous suivent pas sur ça ? Alors il y a des éco-prêts, il y a quelques trucs, mais c'est en fait souvent il y a une intention en fait nationale et localement en fait le banquier il regarde Ginette ou il regarde les gens en difficulté, ils disent mais en fait ces gens sont pas solvables et donc ils je vais pas leur dans accorder. la case, quoi. Exactement. Et donc du coup il y a un peu un écart entre la théorie en fait et la pratique, alors que c'est que du préfinancement en fait qu'il faudrait organiser un outil pour pouvoir en fait accélérer la rénovation. Donc quand je vous entends, je me dis que l'énergie qu'il faut pour arriver à les convaincre, c'est vraiment personne par personne, métier par métier, pour essayer d'aller les chercher, les convaincre. Cette énergie, déjà, vous la trouvez où ? Et est-ce que parfois, il y a des phases quand même d'épuisement où vous vous dites... en fait, je pourrais pas tenir la distance parce que c'est un marathon, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Ouais, alors c'est vrai que des fois, on se dit c'est fatigant, mais rien que du parler du sujet, en fait, oui, il faut de l'énergie, il faut de l'enthousiasme, mais je veux dire, on n'a pas d'autre choix. Enfin, moi, je n'ai pas d'autre choix. J'ai décidé le matin, en fait, d'avoir plutôt de l'énergie pour embarquer plutôt que de me résigner, de me morfondre. Donc, je pense qu'on ne vit pas, en fait, en se morfondant et en critiquant le système. Donc, je pense que je n'ai pas d'autre choix, en fait, que de mettre l'énergie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui font des choses, en fait, extraordinaires. Ça se voit pas assez. On aurait envie que ce soit beaucoup plus amplifié. Mais c'est ça qui fait avancer en fait les choses. Et donc voilà, donc l'énergie, je l'appuie aussi sur ce que un peu je crois, ma foi, ma famille en fait qui suit. Et puis je pense que j'ai embarqué plein de gens en fait un peu dans notre aventure et qui suivent le projet. Et chaque fois que on arrive en fait à embarquer de nouveaux acteurs, on se dit que c'est au moins ça de gagner, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas des milliers de chantiers en même temps. On en a combien aujourd'hui ? On est à peu près sur 200 chantiers en fait en 10 ans, ce qui est pas suffisant, ce qui est rarement le cas. Mais en même temps, c'est 200 exemples. Aujourd'hui, c'est des collectivités 200 familles qui ont une nouvelle vie aujourd'hui. Ouais, et qui sont 200 témoignages. Et qui embarquent maintenant des collectivités ou des réseaux d'artisans. Donc voilà, donc on n'a pas honte en fait du peu de chantiers parce que derrière on sait qu'il y a tout un tas de réseaux d'acteurs économiques, institutionnels, caritatifs qui s'embarquent en fait sur le sujet. Mais faut jamais désespérer de convaincre. Vous ressentez parfois cette pression parce que il y a tellement de personnes qui ont besoin de vous, quelque part par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, je me dis, depuis que la COP21 est passée 10 ans, et je me dis, en fait, en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, donc politiquement, dans les dispositifs publics, même sur la question des technologies, des matériaux, mais il y a encore énormément de choses, en fait, à faire. Donc du coup, oui, le temps presse et
En fait, c'est aussi en gardant mes enfants le matin quand je me lève et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser pour eux, comment j'ai envie aussi que eux demain se battent. En fait, se battent non pas en se morfondant, mais en fait en étant engagés, en étant attentifs en fait aux autres, en étant attentifs en fait au logement en fait qu'ils vont offrir à leurs enfants. Ce sera mes petits enfants plus tard, mais voilà comment je permets en fait autour de moi à d'autres de pouvoir s'engager. Et là où je suis assez optimiste, c'est qu'on voit quand même des jeunes générations arriver. Voilà, le fait de pousser avec HEC, les SEC, des étudiants, enfin des écoles de commerce, mais on voit quand même une prise de conscience sur cette dimension de transition écologique qui est là, qui peut être optimiste, en fait, qui peut être audacieuse et qui est pas seulement en fait sur je restreins, je me restreins de mes voyages ou de ma consommation en fait. Voilà, je pense que oui, l'engagement ça peut être autre chose. Ça peut être exactement. Déjà aller voir son voisin, prendre conscience s'il est dans un endroit conforme, normal, digne, et essayer déjà de faire quelque chose pour la personne qui est juste à côté. Ouais, et ça rend heureux parce que du coup, changer la maison de son voisin. Je pense à mes enfants, en fait, parce qu'on a fait quelques opérations dans la petite commune où on est, 2300 habitants. En fait, je vois mes enfants qui aujourd'hui apprennent à repérer et puis ont une autre relation en fait aux personnes. J'ai mon fils qui a 15 ans qui me demandait des nouvelles d'une situation d'une dame qui est seule avec 4 enfants. Et mon fils se projette bien en fait, il imagine bien en fait ce qu'une maman avec 4 enfants peut vivre dans un logement complètement déglingué quoi. Donc ces prises de conscience vont changer, changent radicalement la vie de ceux qui s'y impliquent. Et ça, c'est la vie de la cité. Et donc changer la vie de la cité là où on est. C'est pas lancer à la fusée qu'on va lancer demain sur Mars, mais c'est concret et donc et d'autres peuvent le vivre. Donc c'est ce qu'on peut transmettre. Mais voilà, cette idée de transmettre. Moi, me paraît hyper importante aujourd'hui. Ouais. Donc, avec des personnes qui nous écoutent et qui se disent peut-être j'aimerais bien faire quelque chose, mais simplement, j'ai l'impression que c'est une montagne énorme à aller gravir. Je ne sais pas par où commencer. Tout me paraît très compliqué. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? D'abord de la persévérance. Donc, je me suis jamais dit un jour je vais être entrepreneur et je vais construire Réseau Ecohabitat et demain je serai devant vous sur un micro pour parler en fait de mon expérience. Donc je pense que agir c'est accessible en fait à tous. Avec humilité, avec pragmatisme, mais c'est donné en fait à tout le monde. Donc après, ne pas se décourager, mettre l'énergie là où elle est, là où des gens en difficulté en fait demandent notre attention et demandent en fait des convictions, de l'enthousiasme. Donc non, c'est donné à tout le monde, je pense réellement. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on peut réparer justement ce lien social, recréer ce lien avec les gens en réparant les maisons ? Ouais, je suis convaincu pour avoir rencontré des gens en difficulté qui n'y croyaient plus, qui croyaient plus en la puissance publique et qui probablement n'allaient plus voter. Et s'ils votaient, en fait, n'auraient probablement pas fait les mêmes choix que moi. Et on a vu des gens, en fait, mais changer complètement de style de vie, changer de relation même avec leur voisinage. Je pense à une dame en fait, des pauvres gens qui étaient complètement recroquevillés chez eux et qui aujourd'hui en fait les enfants travaillent, l'un en fait travaille dans sa commune, reçoivent leurs enfants, leurs petits enfants. Donc c'est toute une vie de cité qui peut reprendre. Et oui, bien sûr, moi je suis convaincu que ça c'est accessible en fait à tout le monde et qu'on peut créer cette énergie-là pour la donner à la vivre pour tout le monde. On a vu des bénévoles complètement transformés dans leur engagement parce qu'ils ont redonné la vie à des familles. Donc c'est ça en fait aujourd'hui, on redonne la vie. Ouais, c'est redonner la vie, ressusciter. J'aime bien dire ressusciter. En fait, plus qu'un espoir, mais en fait un projet de vie. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on fait un projet d'amélioration de l'habitat. C'est d'abord en fait reconstruire un projet de vie
avec des personnes, parce que l'accompagnement avec le bénévole, il va se poursuivre une fois que les travaux seront achevés, parce qu'il y aura d'autres relations, il y a une amitié en fait qui est là. C'est des gens qui vont témoigner, des gens qui vont s'engager. Donc c'est de ressusciter en fait la vie chez ces familles, tout à fait. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation de précarité énergétique, ou si jamais, d'ailleurs, autour de vous, vous voyez quelqu'un qui potentiellement est dans cette situation-là, on fait quoi? C'est quoi la première étape? Alors, je dirais déjà appeler son agence locale qui s'appelle en fait France Rénov ou l'association départementale d'information sur le logement. Donc, d'aller vers sa communauté de communes, sa commune, aller oser demander en fait un soutien, de dire j'ai entendu et j'aimerais en fait pouvoir être accompagné pour faire des travaux, parce que partout en France en fait il y a des acteurs, il y a des structures qui existent, donc il faut pouvoir en fait aller les chercher. Donc le premier acte à faire, c'est de se lever et oser demander. Et se faire entourer par un tiers, donc un élu, un voisin, en fait, quelqu'un d'une amicale, pour oser croire, oser tenir en fait cette bonne étoile qui permet d'aller chercher des dispositifs, parce que il lui en manque pas, mais il faut permettre que ces dispositifs ils aillent d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Donc se faire accompagner et se dire que c'est possible. Alors voilà, quand j'ai dit ça, c'est difficile, mais oser y croire, parce qu'on a des tas de situations où des gens ont vu leur vie changer, donc il n'y a pas de raison. Je dis souvent, les gens ont plus d'espoir à jouer à l'euro-million à vendredi 13, mais il y a plein de vendredi 13, il n'y a que des vendredis 13 en fait, tous les jours si on veut, en fait, si on veut et si on accepte de se faire accompagner et aider pour aller chercher de l'aide. Donc, on va finir cet entretien avec quelques questions, réponses très rapides, mais qui, je pense, nous permettront de bien mieux vous connaître. Si je vous dis vers demain, vous pensez à quoi? Je dirais agir pour faire une société plus harmonieuse, plus fraternelle, donc et qui prenne en compte en fait la préservation de notre environnement. Donc c'est l'environnement, pour moi, c'est aussi le lien avec les personnes. Chez vous, est-ce qu'il y a un objet qui vous ressemble particulièrement? J'allais dire une bouteille. Pourquoi une bouteille? Parce que du coup, c'est en fait c'est le vin de la fête. C'est ce qui fait que. Ah, une bouteille de vin. Ouais, une bouteille de vin, mais ça peut être une bouteille de cidre, de jus de pomme. C'est ce qui va permettre de faire la fête, en fait, de fêter. Donc, je pense qu'on a besoin de moments en fait festifs. Et nous, on dit tout le temps à la fin des travaux, c'est autour en fait d'une inauguration en fait d'une crémaillère, et donc je dirais bien une bouteille spontanément. La célébration en fait. La célébration. Est-ce que vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes inspirant ou utile? Inspirant, je le prends vraiment comme un compliment. Donc j'aimerais, je souhaite être inspirant. Je pense qu'on le décrète pas, mais j'apprécie en fait quand des jeunes me disent ton témoignage m'inspire et j'aimerais pouvoir m'engager. Et là, je dis voilà, n'en déplaise qu'à toi. En fait, c'est à toi de t'engager. Donc, inspirant, c'est un joli compliment. Aller chercher chaque personne l'une après l'autre, en fait, pour leur donner envie d'y aller, c'est un peu envie d'agir, un but absolu dans votre vie, j'ai l'impression. Oui, pour moi, l'idée, c'est quand même de transmettre. Je dis à mes collègues tous les matins, peut-être que je serai plus là demain. Donc voilà, parce que du coup, un accident. Et donc on a besoin de transmettre pour que d'autres fassent perdurer le projet, et ça c'est propre à chacun et tout le monde peut donner. Vous échangez votre vie pendant 24 heures avec quelqu'un, vous choisissez qui? C'est une belle question. La ministre du Logement, pour prendre les bonnes décisions. Elle les prend pas aujourd'hui? Je pense qu'elle n'a pas tous les moyens, et donc j'aimerais en fait prendre des décisions
qui soit pas plus radical, mais qui embarque davantage en fait les gens très modestes. Donc c'est ça dont on souffre aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qu'on se pose tous. Pourquoi à un moment une personne comme vous n'arrive pas à ce niveau-là dans un ministère pour arriver vraiment à changer les choses et aider les gens concrètement? Parce qu'il y a plein de groupes, il y a plein de groupuscules, il y a plein de corporatismes et je pense qu'en fait quand on est ministre ou chef de l'État, on doit plus ou moins faire plaisir à tout le monde peut-être, où il est difficile de prendre des décisions qui plaisent aux uns et pas aux autres. En tout cas, pour les très modestes, je trouve que les décisions sont parfois trop saupoudrées et je serais plus radical en disant il faut donner plus à des gens qui ont plus besoin plutôt que de donner un peu à tout le monde. Donc, Le monde en 2050, selon vous, en 3 mots? Une cité, proximité. Et alors ça fait 4 si je dis vivre ensemble, mais pour moi ça sera. Enfin, je pense beaucoup. J'ai fait une interview il y a pas très longtemps avec Loopsider en fait sur comment on habitera en 2050. Je pense qu'on réhabitera une cité sur du vivre ensemble où on produira local. On se déplacera peut-être moins, mais on regardera autrement en fait la création et le lien en fait qui nous entoure avec les gens, avec notre environnement, avec notre économie. Donc plus proche, moins lointaine, ouais, et plus en proximité, j'espère. Refaire une communauté en fait, communauté, réaccepter de vivre ensemble. Hein. Vivre ensemble, ouais, tout à fait. Un rêve fou que vous n'avez pas encore osé lancer? À part Réseau Ecohabitat à l'international pour que tout le monde puisse être aidé? Ouais, alors un rêve, j'ai construit en bois, donc je vis dans une maison en bois. Demain, j'aimerais bien travailler dans des locaux en fait qui sont à l'image de ma maison. Donc j'aimerais bien, c'est pas complètement fou, mais qu'on puisse construire nos bureaux et qu'on ait des bureaux qui soient le showroom en fait. Du logement, de l'habitat qu'on veut promouvoir avec des entreprises, avec des collectivités et avec des gens en difficulté. Donc ce rêve, il n'est pas très fou, mais déjà, si on est pragmatique là-dessus, ça serait chouette. Et dans 10 ans, vous écoutez de nouveau ce podcast. Qu'est-ce que vous diriez? On était fous, on aurait osé, on a imaginé toucher les 500 000 propriétaires qui sont invisibles dont je parle. Et j'aimerais qu'on les touche. J'aimerais, alors pas moi tout seul, mais que collectivement en fait on les touche en fait et on ait amélioré la vie de ces 500 000 propriétaires et qu'on se dise en France on n'a plus de logements indignes occupés par des propriétaires très modestes. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on atteigne ça dans 10 ans. Ça serait bien. On prend le pari? J'aimerais, je le prends. Merci beaucoup, Franck. Vous venez d'écouter l'histoire de Franck Billot et du réseau Ecohabitat qui agit là où c'est souvent le plus compliqué, là où l'écologie rencontre la précarité, où le logement devient une urgence et où souvent les gens ont perdu espoir. Il montre que c'est possible de faire ensemble, de faire autrement, qu'un chantier peut devenir un nouveau départ. Alors, si vous vous demandez par où commencer, peut-être que c'est par là où on répare, là où on relie, là où on construit brique par brique un monde beaucoup plus digne. Merci Franck et merci à vous de nous avoir écoutés parce que parfois, entendre une histoire, c'est déjà le premier pas pour aller vers demain.